Mais bon, la gauche, la droite, c'est bien gentil ça, mais moi, il me faut du concret. La gauche, la droite, là, moi, j'aime pas ces trucs. Mais qu'est-ce que vous aimez pas? Ces conneries de gauche et droite, ça veut rien dire, ces machins. Selon comment on est tourné, ça change tout. De tous les thèmes traditionnels du monde politique, le clivage gauche-droite est sans doute l'un des plus disputés, les plus flous, les plus incertains, et pourtant, aussi, l'un des plus incontournables. Même pour celles et ceux qui rejettent cette répartition binaire des partis ou des idées, tout semble en effet s'organiser autour de cette ligne de démarcation, alors même que personne, ou presque, ne semble tomber d'accord sur l'endroit où il faut la placer. Comment alors expliquer le succès et la longévité de ce paradoxe? Je vous propose d'explorer un petit bout de son histoire et de se mettre d'accord sur quelques définitions. Bienvenue sur le Labopole. La tradition fait remonter le clivage gauche-droite à la Révolution française, mais il y a au moins un précédent, plus vieux d'exactement un siècle. On date en effet le premier régime parlementaire en Angleterre, avec sa Déclaration des droits de 1689. Et à cette occasion, on va voir naître deux factions. Les Tories, ancêtres du Parti conservateur britannique, qui soutiennent le pouvoir du roi, et les Whigs, ancêtres du Parti libéral-démocrate, qui soutiennent le pouvoir du Parlement. Dès 1672, les parlementaires se placent à la main droite du roi et à la main gauche du roi. Mais on n'emploie pas alors véritablement le vocabulaire de la gauche et de la droite au sens où on l'entend aujourd'hui. Pour l'expliquer, il faut maintenant s'intéresser à la Révolution française. Tout commence en 1789. Après le serment du Jeu de Paume, mais avant la prise de la Bastille, les députés du tiers-État s'érigent le 17 juin en Assemblée nationale, puis le 9 juillet en Assemblée nationale constituante. Leur rôle, donner une constitution à la France, mais aussi rédiger une déclaration des droits qui donne lieu à d'intenses débats et qui s'achève le 26 août 1789. 3 jours plus tard, voici le témoignage de cette expérience par le baron de Gauville, ancien membre de la noblesse. Le 29, nous commencions à nous reconnaître. Ceux qui étaient attachés à leur religion et au roi s'étaient cantonnés à la droite du président, afin d'éviter les cris, les propos et les indécences qui se passaient dans la partie opposée. Il y avait environ 150 membres du clergé, autant de la noblesse et 80 du tiers-État. J'avais essayé plusieurs fois de me placer dans les différentes parties de la salle et de ne point adopter d'endroit marqué afin d'être plus le maître de mon opinion. Mais je fus obligé d'abandonner absolument la partie gauche, ou bien j'étais condamné d'y voter toujours tout seul, et par conséquent, condamné au huée des tribunes. C'est la première mention que l'on ait d'une répartition binaire des députés dans l'Assemblée. Et l'on voit ici que l'explication est très terre-à-terre. Les députés se rassemblent d'un côté ou de l'autre pour éviter de se faire crier dessus par leurs adversaires. Ce qui les divise, c'est la place accordée au roi dans le nouveau régime, et particulièrement son droit de veto. Faut-il autoriser le roi à bloquer les lois votées par l'Assemblée nationale? Telle est la question. Ceux qui sont favorables au veto royal, les monarchiens, se placent à la droite du président de l'Assemblée. Et ceux qui s'y opposent se placent à sa gauche. Mais pourquoi pas l'inverse d'ailleurs? Le côté droit du président de l'Assemblée, perçu comme honorable, est appelé le côté de la reine. C'est aussi, dans la mythologie grecque, le côté des dieux, et dans la Bible, Jésus est assis à la droite de Dieu. Le côté gauche du président porte le nom de côté du palais royal, parce qu'il était composé des partisans du duc d'Orléans qui y résidaient. Le duc était réputé plus libéral, et le palais royal lui-même, selon la formule de l'anarchiste Pierre Kropotkin, était un foyer de révolution de la bourgeoisie. Assez vite, les noms évoluent cependant. Les aristocrates, à droite, s'opposent aux patriotes, à gauche. Et en 1791, ce sont les feuillants contre les girondins et les jacobins. Mais comment expliquer cette répartition binaire? L'un des plus célèbres acteurs de la Révolution française, l'abbé Sieyès, estimait que cette répartition binaire entre un parti du oui et un parti du non était, je cite, « inséparable de toute espèce de système représentatif. Disons la vérité, il se rencontre partout, quelle que soit la forme du gouvernement. » Et plus près de nous, Raymond Aron ne disait pas autre chose. Si l'on décide de classer les votes et les partis en deux masses que l'on appelle A et B, ou encore droite et gauche, on trouvera nécessairement deux blocs.
On trouve l'hétérogénéité géographique quand on la cherche, ou on trouve les deux blocs quand on les organise. Le fait est créé par les concepts que l'on emploie. Le problème le plus évident de la répartition en deux blocs est sa faiblesse historique. Je vous propose d'ailleurs ce petit clip qui va vous apprendre beaucoup de choses. La droite, c'est une famille politique française pour laquelle le plus important, c'est sans doute la liberté. Et la gauche, c'est une famille politique française, qui a son histoire aussi, pour laquelle le plus important, c'est sans doute l'égalité. Que les gens aient les mêmes droits, tu vois. Là, c'est que les gens soient libres. Il y en a qui vont réussir, d'autres non. Tant pis. Là, c'est que les gens soient égaux, mais ils ne sont pas forcément libres. Oui, ben non. Marcel Gauchet note plusieurs antagonismes au cours de l'histoire de France. D'abord entre les tenants de l'Ancien Régime et les partisans de la Révolution, on l'a vu. Ensuite, entre les monarchistes et les républicains. Puis, entre cléricaux et laïcs, entre bourgeois et prolétaires, etc. Or, il n'est pas exactement démontré qu'un soutien de la Révolution de 1789 soit forcément un républicain autour de 1792, ni qu'un militant de la laïcité se range nécessairement du côté des prolétaires. André Siegfried a écrit un ouvrage sur la théorie des tempéraments politiques qui explique que les programmes, les partis et les étiquettes changent, mais que les tempéraments demeurent. Il soutient que si des politiciens comme Thiers ou Gambetta revenaient en politique aujourd'hui, ils ne siégeraient pas à la place marquée par leurs idées, mais se placeraient d'instinct au milieu des gens de même tempérament qu'eux, soit à gauche, soit au centre, soit au plafond. Lincoln appellerait-il à voter Joe Biden ou Donald Trump? Il n'y a évidemment pas de bonne réponse à cette question, mais on voit bien le problème. Les recompositions idéologiques constantes à l'intérieur des contenants gauche et droite rendent à peu près impossible toute tentative de figer leur contenu. Les étiquettes politiques ne sont donc pas d'un grand secours, surtout lorsqu'elles ne changent pas, même après plusieurs décennies. Alors, Gérard Collomb, bah il est au PS. Donc, bah du coup c'est de droite. Eh ben voilà, très bien. Allez, un suivant. Les idées ne sont pas grand-chose en elles-mêmes. Elles sont élaborées, diffusées et consommées par les acteurs du monde politique et les citoyens eux-mêmes. Les partis construisent le récit de leur propre histoire. Ils choisissent de mettre en avant les éléments qui plaident pour la continuité entre hier et aujourd'hui. Comme l'écrit Marcel Gauchet, gauche et droite sont des notions mémoire au travers desquelles se noue la continuité d'une histoire. L'incomparable puissance de la droite et de la gauche, c'est d'être des notions indéfiniment ouvertes, toujours susceptibles d'enrichissement ou de renouvellement sémantique, d'où la recherche à la fois inévitable et vaine de leur essence ultime. Ce n'est pas en fonction des idéologues que l'on agit, mais c'est par rapport à eux que l'on se définit. On parle souvent des deux blocs, mais peut-être encore plus souvent, surtout en ce moment, de tout ce qui se passe aux extrémités ou au milieu. Et il faut revenir à la période révolutionnaire pour le comprendre. Le résultat des élections législatives de 1791 est très éloquent. Sur 745 députés de l'Assemblée nationale, 345 sont indépendants. Ils forment ce que l'on appelle parfois la plaine ou le marais. De part et d'autre de ce groupe majoritaire, 264 députés sont feuillants, soutiennent la place du roi dans le nouveau régime, et 136 sont jacobins, girondins ou autres, et attendent davantage de la Révolution. On est d'emblée face à une réalité numérique écrasante. L'essentiel des élus de la première Assemblée nationale sont au centre, alors que ce sont les minorités de droite et de gauche qui ont largement animé les événements révolutionnaires. Quelques décennies plus tôt, le Parlement britannique fait face à une situation similaire. Certains accusent les Tories et les Whigs, qui forment en fait la droite et la gauche, d'être finalement d'accord sur l'essentiel. Voilà ce que dit le philosophe Henry Bolingbroke de ce clivage. Ces associations sont rompues, ces ensembles distincts d'idées sont mélangés hors de leur ordre. De nouvelles combinaisons s'imposent à nous. On voit là que la dénonciation du clivage droite-gauche est aussi vieille que le clivage droite-gauche lui-même. Une autre critique aujourd'hui très répandue se retrouve dans le discours suivant, dans lequel j'ai modifié légèrement les termes utilisés. Un responsable politique de droite, lorsqu'il est opprimé ou qu'il n'est pas au pouvoir, est de gauche. Un responsable politique de gauche qui a la possibilité d'opprimer les autres est de droite.
Ainsi, les gens de droite sont-ils souvent des gens de gauche qui s'ignorent, tandis que les gens de gauche sont des gens de droite qui ne l'admettent pas. Tous les mêmes, tous pourris, de droite comme de gauche. Ce texte a 3 siècles et montre que nos débats contemporains ne sont finalement pas très originaux. Le centre existe depuis longtemps, et c'est autour et contre lui que s'organise la vie politique. C'est en tout cas la thèse de Marcel Gauchet. Que dire alors des extrêmes? Dans le vocabulaire de la période révolutionnaire, on utilise côté gauche et côté droit, on l'a dit, mais aussi, assez rapidement, à l'extrémité gauche ou à l'extrémité droite. Cela correspond à une séparation spatiale de l'Assemblée. On parlait alors seulement d'extrémité parce que le centre constituait la très large majorité des députés. Les partisans les plus enthousiastes du roi ou de la République se retrouvaient aux extrémités de la Chambre. Aujourd'hui, on utilise les termes d'extrême gauche et d'extrême droite au mépris de cette signification originelle. On ne veut donc pas parler des députés qui s'installent à l'extrémité gauche ou à l'extrémité droite de l'Assemblée, mais des députés qui sont beaucoup plus de gauche ou beaucoup plus de droite que les autres. Pour autant, cela ne veut pas dire que la position spatiale des parlementaires n'a rien à voir avec leur position idéologique, mais elle ne saurait s'y réduire. Le problème ne réside pas tant dans le fait que des acteurs seraient plus de gauche ou plus de droite que les autres. C'est au contraire le fonctionnement naturel de la politique. Comme l'écrit Gauchet, il y a droite et gauche parce qu'il y a centre. Il explique que les éléments modérés de chaque bord vont former et composer le centre qui gouverne le pays, soit tour à tour, soit ensemble. A l'inverse, les tendances plus engagées ou radicales de la gauche et de la droite vont critiquer ces compromis ou ces trahisons et encourager des politiques vraiment de gauche ou vraiment de droite. C'est, du point de vue de l'histoire politique, le sens profond de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Ce sont elles qui déterminent les différences non négociables avec le centre et qui justifient par là le clivage. On voit donc que la logique spatiale des extrémités est matérialisée dans ce rapport de force en constante évolution. Du point de vue politique, toutefois, il y a plusieurs raisons d'utiliser le vocabulaire de l'extrémité. La sémantique déjà n'est pas innocente. Par exemple, Montesquieu écrivait que le partage égal des terres serait impraticable, dangereux et constituerait une voie extrême. Même au XVIIIe siècle donc, l'extrémité est regardée comme malvenue, effrayante, irrationnelle. C'est le sophisme du juste milieu, qui veut que la vérité se trouve nécessairement dans une position modérée par rapport à deux approches dites radicales. Or, il arrive bien sûr, et plus souvent qu'on pense, que la vérité se trouve aux extrémités. À titre d'exemple, les écologistes radicaux des années 60 passeraient sans doute aujourd'hui pour de sympathiques modérés. Il y a donc un usage disqualifiant des termes d'extrême droite et d'extrême gauche, qui cherchent d'emblée à évacuer la rationalité de leur discours sur la seule base de leur position dans le rapport de force politique. Bien des politistes usent et abusent bien sûr de ces qualificatifs, et beaucoup ont tenté d'élaborer des définitions plus ou moins cohérentes. Mais la littérature présente ici, bien plus qu'un consensus éclairant, un éventail de semi-vérités du moment qui ne résistent pas longtemps à l'épreuve du temps. Les définitions les plus admises de l'extrême droite réunissent par exemple la xénophobie, le nationalisme ethnique, le refus du jeu démocratique et le recours à la violence. Si cela correspond à bien des régimes dans l'histoire, et notamment au régime nazi, il est difficile de qualifier les partis européens actuels de partis d'extrême droite sur la seule base de cette définition. La même chose peut se dire de l'extrême gauche, évidemment. Ma position est donc la suivante. La scientificité de ce vocabulaire n'est pas suffisamment établie. Il n'a d'ailleurs pas beaucoup d'intérêt sur le plan de la théorie politique. On comprend bien mieux le Rassemblement national en tant que parti nationaliste anti-immigration qu'en l'appelant parti d'extrême droite, qui peut recouvrir des éléments extrêmement variés en fonction des définitions, des pays ou des interprétations. De vieilles définitions des extrêmes côtoient les nouvelles, et personne ne sait jamais de laquelle il est question, tant nos appréciations sont subjectives. Quasiment inutile sur plan scientifique, ce qualificatif a bien sûr des usages politiques, qui servent à qualifier ou à disqualifier des adversaires. De ce jeu naturel de la politique, le chercheur n'est que l'observateur attentif, et ne saurait s'en mêler. L'un des nombreux obstacles à notre compréhension se trouve aussi dans la naturalisation de la gauche ou de la droite, ou autrement dit, dans l'idée qu'il y a la gauche et la droite, chacune avec ses caractéristiques, et que tout cela appartient à une espèce d'ordre naturel et incontestable. La gauche, quand elle devient un nom propre et plus seulement un positionnement politique dans une assemblée, renvoie à une identité, une histoire, et même parfois
à un parti politique en particulier. Or, si la gauche est une identité, elle convoque alors tous les mécanismes psychologiques et sociaux qui s'y rattachent. Des individus vont pouvoir non plus seulement être à gauche, mais plutôt être de gauche. Cela présente un problème assez évident. La défense d'une identité de gauche suppose une certaine stabilité dans sa propre définition. Stabilité qui, on l'a vu, est à peu près introuvable. De là, on ne s'étonne pas que des gens de gauche ou des gens de droite combattent assez férocement des gens qui se disent, eux aussi, de gauche ou de droite. C'est que la définition de l'identité de gauche ou de droite ne peut pas être universelle, ni par conséquent unique. Chacun se bat ainsi non seulement contre ses adversaires à l'extérieur, mais aussi contre ses semblables, à l'intérieur d'une gauche ou d'une droite qui n'ont jamais cessé et ne cesseront jamais de connaître des redéfinitions. La conclusion pour la science politique, c'est que les notions de gauche, de droite, d'extrême droite et de centre ne nous sont presque d'aucun recours pour identifier ou positionner les contenus idéologiques des partis politiques. C'est même plus souvent le contraire, parce qu'elles sont source de division et de confusion. Et cela pour une bonne raison. Ces étiquettes sont strictement politiques, et politiques uniquement. Qualifier ou se qualifier de droite ou de gauche, c'est faire de la politique. C'est définir l'autre, ou se définir. C'est s'inscrire dans une longue histoire et désigner son ennemi naturel. Les politistes attachent donc de l'importance à la façon dont les acteurs se déterminent eux-mêmes ou jugent les autres, sans se prononcer sur la vérité de leurs déclarations. Voilà l'objet de leur recherche, et la raison pour laquelle ils continuent, en général, d'utiliser ce vocabulaire. Pas pour leur capacité à décrire le réel, mais pour analyser les rapports de force politiques perçus par les acteurs eux-mêmes. On peut bien sûr écrire des histoires de la gauche ou de la droite et trouver quelques cohérences entre les discours des Jacobins et la gauche française actuelle, mais on reviendra à la fin à cette distinction fondamentale. La gauche et la droite sont des étiquettes politiques qui n'ont pas vocation à être scientifiquement définies, et qui sont donc étudiées comme telles par les chercheurs en sciences sociales. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci aussi pour tout le soutien apporté en commentaire dans les autres vidéos. Dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau format. Il va y en avoir d'autres de prévus, donc je suis assez curieux de ce que vous en pensez. À bientôt.